tous les troisièmes samedis du mois à 14 heures. Retrouvez votre émission Éducation sur les chaînes YouTube de l'Église adventiste de Douville et de la Radio Vie Meilleure. Des analyses et des conseils d'experts, des retours d'expérience, des échanges autour de problématiques éducatives récurrentes. Éducation, ensemble trouvons des solutions. Éducation, ensemble, trouvons des solutions. Nous nous retrouvons pour cette émission Éducation et c'est avec joie que je vous accueille. Cette émission nous permet par le biais de cas concrets d'apporter des réponses à des problématiques éducatives récurrentes mais trop souvent tabous. Une émission que vous retrouvez tous les troisièmes samedis du mois à 15 heures et à chaque émission, nous avons avec nous des intervenants qui nous aident à jeter un éclairage sur les problématiques que nous traitons. Nous avons aujourd'hui le privilège de recevoir Sandrine Joinville, médiatrice familiale, Franz César, psychologue, Dufay-Pierre, pasteur de l'Église adventiste, donc théologien. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui et je sens déjà que l'échange que nous allons avoir sera un échange riche. La problématique que nous considérons aujourd'hui est la suivante. Malgré ma sévérité, mon enfant me désobéit systématiquement. Nous allons tout de suite considérer notre cas concret, la situation qui guidera notre échange. Rose et Alex ont 2 garçons, Mathis 14 ans et Malik 11 ans. Les 2 garçons sont très différents. Mathis, l'aîné, est très obéissant, calme et à l'écoute, alors que Malik a toujours été le moins obéissant à la maison comme à l'école. Ce garçon de 11 ans a un très bon niveau scolaire. Il a même sauté une classe, mais son comportement en classe laisse à désirer. Malik va toujours à l'encontre des règles. La semaine dernière, il a volé les affaires de son camarade. Il a soutenu que ce n'était pas lui jusqu'à ce que l'objet soit retrouvé dans son sac. Rose et Alex ne savent plus quoi faire. La désobéissance et les comportements déviants de Mathis les inquiètent. Ils sont pourtant sévères avec leur enfant. Ils ne comprennent pas pourquoi ce qui se passe avec Alex. Ils expliquent que malgré la correction par la ceinture, le comportement de Malik ne s'améliore pas. Alors, nous allons tout de suite débuter notre échange et ma première question est la suivante. Quels sont les différents styles éducatifs existants? Puisqu'ici, Alex et Rose parlent de sévérité. Donc, est-ce qu'il y a d'autres styles éducatifs? Ok. On a vérifié tout à l'heure dans nos boîtes, également avec le master du fait qu'on est à peu près d'accord sur le fait d'avoir repéré dans les schémas éducatifs habituels le style éducatif démocratique. Vous savez bien que démocratique, ça veut dire on discute, on vote. Le problème, c'est qu'en famille, on n'est pas tout à fait comme à l'Assemblée nationale. Parce que le président, il ne vote pas à l'Assemblée nationale. Papa et maman, c'est un peu comme le président. Vous savez, le type, c'est autoritaire. On ne discute pas. Donc, on est sur la sévérité, c'est ce qui se passe. On est dans le champ de la sévérité, c'est ça. On n'est pas là. On a le type permissif. Ça veut dire chacun fait sa life. Oui. À la limite, on a mis à manger dans le frigo, chacun sa chambre, et on vit chacun notre vie. Et puis, comment on doit apprendre à se construire en famille, en société? Il n'y a pas de réglementation. On fait comme on veut. Et puis, le quatrième modèle éducatif, mais qui selon moi n'est pas un vrai modèle, c'est le modèle négligent. C'est-à-dire c'est des parents qui ne sont pas au fait des besoins fondamentaux pour qu'un être humain se bâtisse. Je vais à dire ce que je pense de ces modèles, mais pour le moment, voilà, on a repéré les 4 modèles et avec les autres invités, on va enrichir le truc. Donc on est d'accord, 4 modèles. Permissif, donc on laisse faire. Très peu de règles. Ou pas du tout. Ou pas du tout. On a le modèle qui se rapproche de la sévérité, donc autoritaire. Ensuite, le modèle démocratique. Le modèle démocratique. On discute. Ouais. On échange. Ouais. Voilà, les règles peuvent fluctuer en fonction des situations, on s'adapte. C'est ça. Et enfin, un dernier modèle. Négligent. Négligent. S'occupe de personne.
Voilà, chacun fait ce qu'il veut. On ne s'occupe pas des gens. D'accord. Ok. Débrouille-toi. Si tu n'es pas là, c'est pareil. On t'oublie. D'accord. C'est ça, négligent, on t'oublie. Hein. On oublie Ah non, les enfants carrément. on t'oublie à la maison, on n'a pas fait à manger. Ok, tu te débrouilles pour manger. Ah mais non, on t'oublie. On ne pense même pas à tu te débrouilles. Hein. Il n'y a pas. Ça qui fait belle. C'est ça. D'accord. En fonction de quels paramètres les parents doivent-ils choisir leur style éducatif? Qu'est-ce qu'on prend en compte pour se dire qu'on sera plutôt dans un style éducatif? Qu'est-ce qui fait que les parents choisissent celui-ci Voilà. ou plutôt Celui-là. d'accord, ok. Ben, c'est surtout, il faut savoir quel type de parent je suis, premièrement. Quel type d'individu je suis avant d'être quel type de parent. D'accord. Ça, déjà, c'est une première chose. Ensuite, l'enfant que j'ai en face de moi, qui est-il? Quels sont, quelque part, ses acquis? Quel tempérament je peux identifier de lui? Ça, c'est important. Il ne suffit pas de quelque part, ce que je suis en train de dire là, c'est que je ne vais pas faire l'inventaire des types éducatifs et dire je choisis celui-là. Je vais plutôt faire l'inventaire de qui je suis en tant que parent et comment je peux transmettre cette éducation. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un système éducatif est un système de transmission. D'accord. Donc là, tu nous dis, pour choisir le style éducatif, il faut d'abord se questionner sur qui nous sommes en tant que parents. Sauf qu'en réalité, on ne se pose pas ce genre de questions. D'accord. Il y a un truc qui fait qu'on utilise un peu chaque modèle. Des fois, on a tous les quatre. Hein. Voilà. Oui. C'est pas du 25%. Hein. Non, on a non. quatre, c'est pas... On a un modèle dominant et puis on utilise un peu les autres. Okay? En réalité, c'est ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a choisi le modèle dominant ou qu'est-ce qui fait qu'il y a un modèle dominant chez nous? C'est comment on a été soi-même éduqué. C'est tout D'accord. ça. Je t'en prie. Oui. Tu peux développer ça? Oui. Parce que on dit qu'on juge l'autre toujours d'après soi. Voilà. Et on devient la référence. Et on a été construit et on fait toujours appel à ce qu'on appelle son arrière-plan, son arrière-fond. Et Son bagage. Le bagage, quoi. Et à partir de son bagage, on va vouloir eh bien faire la valise de celui qui est à côté. Et c'est... J'y suis passé. Puisque, en fonction de la manière dont ma maman m'a mis sur les rails, j'ai vu le résultat. Donc, moi, à mon tour, je dis, bon, puisque moi, ça a été ainsi, ça a fonctionné pour moi, ça devrait fonctionner pour toi. Donc, on va dans cette direction. Voilà. Ça devient presque systématique. C'était le modèle hérité. Voilà, c'est ça, c'est un héritage. Et en général, l'héritage se transmet. Mais est-ce Oui, qu'on peut mais s'arrêter à ça? Justement, j'allais dire, Ouais. à ça, on apprend à être parent. C'est sûr qu'on grandit avec un modèle éducatif, ok, mais ce qu'on remarque, on le remarque souvent à l'école des parents. Il y a un dispositif qui s'appelle l'école des parents. Et à l'école des parents, on se rend compte que malgré toute l'éducation que la personne a reçue, quand elle devient parent, elle est démunie. Il faut justement retrouver cet arrière-plan que Pasteur disait là. Premièrement, pour un petit peu avoir un démarrage. Et c'est pour ça que je disais, il faut d'abord s'identifier en tant que personne, apprendre à minima à se connaître, pour après se rendre compte de quel parent je suis, pour après éduquer. Mais là, tu es déjà au niveau quand même. Hein. Ouais. Tu fais partie à ce moment-là des parents qui sont en mode qualification, bonification. Oui, c'est sûr. Mais avec les modèles qu'on a évoqués, c'est beaucoup plus basique. C'est très basique. Et là, mais ça n'empêche pas. tu es déjà très évolué. C'est-à-dire les modèles qu'on évoque, si on arrive à les identifier quelque part, c'est qu'on arrive à définir le type d'éducation que j'ai choisi. Mais tu as dit tout à l'heure, et c'est totalement vrai, on ne se rend même pas compte de ça. On est parents.
Oui, on fonctionne. On fonctionne. On actionne le modèle qui nous a servi et qui, on va dire, qui est intégré en nous. Oui. C'est ça. Alors, un parent autoritaire, pour lui, surtout quand il va se rendre compte que lui-même, ça a apporté des fruits pour lui, Il le fera. il va reproduire autoritaire. À son époque, dans cette société-là, le modèle autoritaire était le plus partagé. Le plus partagé. Mais on a changé d'époque. Est-ce qu'à l'époque où on est, le modèle autoritaire est le plus partagé? Il faut savoir quand même que maintenant, celui qui choisit d'être parent a une sensibilisation à la parentalité. Il y a ça aussi. Ça ne se faisait pas avant. Aussi, ça se faisait, c'est-à-dire que nos parents disaient, quand tu seras parent, tu vas voir que ce que je te dis, j'avais raison. Donc, ils nous préparent un peu comme ça, de façon sous-entendue. Mais maintenant, là, vu qu'on est dans beaucoup de transformations du modèle familial, on sensibilise quand même les personnes dans leur projet de parentalité. D'accord. Ok. Donc, on ne devient pas parent au hasard, surtout avec le contrôle des naissances, etc. Il y a des facteurs qui vont peser. Voilà, il y a plusieurs choses. D'accord. Mais alors, j'ai quand même un souci avec ce qui est dit là, c'est-à-dire que on choisit le style éducatif en fonction de ce qu'on a reçu, mais à quel moment on se pose la question de si ce qu'on a reçu est le mieux pour les enfants qu'on éduque ou cadre avec le caractère des enfants, avec leur personnalité. Ça, c'est la conséquence de l'expérience. Oui. L'expérience dans le fait de soi-même mobiliser son modèle. Tu l'as dit tout à l'heure. Tu t'es dit, je vais. Mais forcément, ton expérience avec tes gamins t'ont amené à constater, est-ce que ça donne le résultat que j'imaginais? Effectivement. Donc, il y a l'expérience qui va jouer. L'expérience maintenant qui va amener à cette bonification parce qu'on se dit, là, ça n'a pas marché. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour atteindre l'objectif souhaité? Et là, maintenant, on peut même rectifier le tir à partir de soi et dire, bon, ça, je devrais le mettre de côté pour maintenant intégrer une nouveauté qui devrait fonctionner. Et c'est là où l'intelligence, la sagesse du parent va entrer en fait et cause, maintenant pour déjà s'améliorer dans sa conception de manière à être efficace dans sa transmission. Mais alors, la question que je voudrais poser, est-ce qu'il ne faudrait pas faire les choses dans un autre ordre? Par exemple, se dire, j'observe mon enfant, et je regarde comment il évolue durant les premiers temps. Et en fonction de ce que je vois de lui, j'adopte un style éducatif. On serait des scientifiques de la chose, quoi. Non, mais nous rions parce que... Parce que parfois, le mal est déjà fait. Non, c'est pas ça. Mais permets qu'on en rie ensemble avec toi. Parce qu'on est nous-mêmes. Il n'y a pas de souci. Ce que nous avons Pourquoi? constaté. Parce que ça semble trop irréaliste. C'est pas comme ça, en fait. Ça ne fonctionne pas comme ça. Déjà, on ne se dit pas... la première des préoccupations qu'on a quand on arrive à la parentalité, c'est pas comment on va faire. C'est pas ça. La première des choses qu'on a dans la tête, c'est qu'on a envie d'être père ou mère parce qu'on aime quelqu'un et qu'on sent qu'on a envie de vivre une nouvelle aventure. Parce qu'on ne décide pas d'avoir un enfant à n'importe quel moment. Et d'être un bon parent. Oui, mais après, on s'imagine. Il y a encore le donc, bon derrière. Le modèle qu'on va choisir va référer à la perception imaginaire de l'enfant rêvé. Oui. On est OK sur ça, hein? Mais on a tous fait ça. On rêve, on se dit, moi-même, on m'a élevé comme ça, je suis content de vivre. Mais j'ai envie de faire mieux que mon père et ma mère. Oui. Tous les gamins de la terre, on se rêve de faire mieux que leurs parents. Et donc, nous avons tous rêvé nos enfants. Comment ils seront? Et le modèle que nous avons reçu nous sert à bâtir le départ. Mais on est sûr qu'on va faire mieux. Hein?
On est sûr que ce qu'on a reçu est suffisamment, mais on va le modifier. Mais on ne va pas le modifier pour, comme tu l'as dit, sur le plan scientifique, on va observer. En fait, l'enfant va s'interposer. Il va se confronter à nous. Il ne va pas rentrer dans le schéma tel qu'on l'a imaginé. Il va nous mettre en difficulté, il va nous mettre en déroute. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, oh, en fait, l'enfant est un acteur parfaitement intégré à la logique même du système éducatif. Ça sous-entend aussi, dans ce que tu dis, Franz, il faut dissocier un petit peu les comportements dits instinctifs qu'on aura en tant que parents parce qu'on aura acquis de nos propres parents. Donc, on aura des gestes automatiques et systématiques qui vont se révéler parce que on va mettre en place le mimétisme. Hein. Donc, nos parents ont fait comme ça, on le fait ainsi. Ensuite, ajouter à ça, va rentrer en place toute cette idéalisation. Il y a le mimétisme, mais moi, en fait, je vais faire comme ça. Et puis, il y a la réalité. On va se confronter à ça. Donc, oui, j'ai un mimétisme, j'ai l'idéal, et puis j'ai la réalité. Et toutes ces choses-là vont commencer à mettre en place le choix du système éducatif. Parce que, comme a dit France tout à l'heure, ce n'est pas à 25% ou à 40% ou à 50%. Hein. Notre choix, il se fait en fonction du contexte, en fonction de l'enfant, en fonction de nous-mêmes. Mais certaines fois, c'est peut-être 1 gramme du permissif à ce moment-là. Et il faudra 100% de l'autoritaire. C'est très particulier. Mais j'entends aussi du coup, qu'il soit important de faire l'inventaire de ce qu'on a reçu quelque part et de se dire il y a des choses que j'ai reçues dans son analyse d'adulte. De se dire il y a des choses que j'ai reçues sur le plan éducatif qui n'ont pas été bons, qui n'ont pas servi. Et à ce moment-là, se dire que peut-être ces choses-là, je ne les reproduirai pas. L'inventaire dont tu parles. Avant de penser le projet d'être parent, peut-être qu'il faut faire qu'il y ait un inventaire à faire avant pour ne pas simplement rapporter. Ce que tu dis est vrai. On l'a tous fait. C'est ça, ça marche comme ça. Mais ce n'est pas un inventaire parfait. Il est, en fait, c'est une démarche d'inventaire, c'est un début d'inventaire. Mais cet inventaire-là va être confronté au monde réel au moment où on aura l'enfant réel. À ce moment-là, on est dans un inventaire effectif, mais qui n'a pas vécu l'épreuve de la réalité. Et c'est dans l'épreuve de la réalité qu'il y aura la concrétisation effective de ta méthode. Et ça sous-entend aussi, tu as souligné, quand on est adulte, ça sous-entend qu'on devient parent quand on est adulte. On a souvent une parentalité très juvénile. Le jeune ne s'est pas totalement accompli, c'est-à-dire ne vit pas selon ses propres règles. Il vit selon des règles, mais reste encore sous l'autorité. Hein, on va dire que, je vais dire comme ça, une meilleure éducation se fait quand les parents sont adultes, en aptitude. En autonomie. D'être autonome, d'avoir la capacité du raisonnement, du discernement, parce que ça va être bousculé. Et c'est ce que tu dis dans l'étude de cas. Les moyens de la décision aussi, les moyens de la décision. Hein. Ça veut dire la décision économique. Tu vois, si tu es dépendant de tes parents, tu n'as pas la décision économique. Tu ne peux pas décider ce que tu achètes. Parce que ton budget pour l'éducation aussi, ça compte. S'il y a Voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un style éducatif qui est meilleur que l'autre? Belle question. Lequel est le meilleur? En tout cas, le négligent est à bannir. On est d'accord. Le permissif est à réduire. Oui. Il y a des cas où on devrait permettre, une expérimentation, pour nous, après tirer des conclusions et prendre des options. Mais le modèle est toujours en fonction de l'individu qui est en face de soi.
D'accord? Mais en éliminant ces deux-là, on a la balance entre autoritaire et Démocratique. démocratique. Le meilleur serait le démocratique. Le meilleur. Mais Ça fait débat. voilà, ça fait débat. Ça fait débat. Quand on regarde le contenu, Ça on fait pourrait débat. dire démocratique, mais si l'enfant fixe les règles, Ça fait débat. Alors, Oui, parce que c'est pas toujours. C'est-à-dire la famille n'est pas toujours un lieu démocratique. Hein. voilà, c'est ça. Surtout que les enfants n'ont pas toutes les armes nécessaires pour affronter la vie et qu'ils sont en devenir. Et France aime le dire, ils sont appelés à sortir de chez nous. Donc quand on est dans une démocratie et que tout le monde n'a pas les mêmes armes, les mêmes valeurs, les mêmes valeurs, c'est un peu compliqué. Ce que moi je dis, c'est que finalement, peut-on être en tant que parent suffisamment dans du discernement pour choisir à un moment précis un type éducatif? Parce qu'il faudra que certaines fois le parent fasse preuve d'autorité. S'il en fait trop, ça peut générer des troubles de la parentalité. Si il est dans une démocratie, alors que c'est un moment où il faudra faire preuve d'autorité, comment il fait? S'il est dans du permissif, à certains moments, comme tu disais, pasteur, ça peut répondre à la demande. Et puis d'autres fois, le non répond aussi à la demande. Tout à fait. Alors, je vais vous dire pourquoi j'ai fait ça tout à l'heure. Les modèles éducatifs que nous avons évoqués là, en réalité, ce sont des modèles éducatifs inadéquats. Tous. Il faut que je vous explique pourquoi. Oui, explique-nous. 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 Oui. Il faut que je vous explique. J'aimerais bien entendre ça. Mais oui, je vais essayer d'être rapide et concis. Autoritaire, c'est l'expression pathologique de l'autorité. L'autorité, c'est favoriser la croissance et en avoir la maîtrise. Autoritaire est l'expression d'un défaut de maîtrise. D'accord. Ces mots-là, c'est ça que ça veut dire. Hein. D'accord. Quand vous cherchez les racines de autorité, vous découvrez que la vraie autorité, quand on dit quelqu'un fait autorité, ça veut dire qu'il a la maîtrise. Comment tu peux faire autorité pour élever des plantes si tu les abîmes? Si tu infliges à ta plante n'importe quel traitement, tu vas l'abîmer. L'autoritaire, il inflige ce qu'il estime bon, il ne se préoccupe pas des conséquences sur la manière dont la plante est censée se développer. Donc celui qui fait preuve d'autorité est, on va dire, l'expression adéquate face à celui qui fait preuve d'autoritarisme, qui manque de souplesse. Donc D'accord. le modèle autoritaire, c'est un manque de souplesse, c'est un manque de réalisme. OK. Bon, donc ce modèle-là, il n'est pas bon. Il faut faire preuve d'autorité. C'est parce que tu utilises le mot, tu dis, mais les gens peuvent avoir cette espèce de confusion Oui, entre j'ai autorité et compris. autoritaire. J'ai Deux, compris. le démocratique, ça c'est à l'Assemblée nationale, ça c'est qu'on fait politique. Depuis quand la famille est un lieu de politique? Non. On ne vote pas là, on ne fait pas de campagne. Les enfants sont la volonté du père et de la mère qui ont une responsabilité de les conduire vers l'âge adulte. Ils n'ont pas demandé d'être là, ils n'ont pas voté. Et moi, je dis à mes enfants, quand j'étais papa, là, ils sont tous très grands, donc je ne fais plus papa. Mais je leur disais, hey, je vous ai désiré. Je dois vous montrer comment ça marche. Donc, je dois prendre des décisions. Je peux prendre en considération votre point de vue, mais à un moment, je vais décider. Là, je ne suis pas dans la démocratie. Je suis dans la concertation, mais j'assume la décision. On ne vote pas. Vous imaginez, j'ai 3 enfants, ils sont tous les 3 contre moi. On fait comment? Ça, c'est démocratique. Ça ne marche pas. Et si en plus ma femme, elle est avec eux, 4 contre 1, ça ne marche pas. Ouais. Donc, c'est l'expression inadéquate de la gestion dite famille. Ce sont des modèles qu'on a appliqués, mais on a oublié de vous dire qu'en fait, ce sont des expressions inadaptées. 3e modèle, permissif.
Le permissif, on devrait lui opposer le mot autoriser l'expérimentation. Mais je suis toujours attentif, je veille, je suis là, j'observe. Et quand je vais voir que tu vas te mettre en danger, je dis, oh, tu sais, c'est pas possible par là. C'est ça. Il faut qu'on ferme la porte. C'est ça. D'accord. Je ne peux pas te laisser te mettre en danger plus loin que ça. De brûler les ailes. Ouais, tu as senti que ça fait chaud, mais je ne peux pas laisser ça te brûler. Parce que je ne pourrais pas faire pousser un autre aile pour toi. Donc, on va opposer à permissif une autorisation d'expérimentation. Et pour le mot négligent, on va opposer autoriser l'autonomie pour agir. Mais je sais que tu n'es pas capable d'agir seul en toutes choses. Donc, je dois te porter assistance. Celui qui est négligent, il ne prend pas en compte le besoin d'assistance de l'autre. Il le laisse se débrouiller face à tout. Ce n'est pas possible. Non, il faut assister. Donc, les 4 modèles que nous avons évoqués, en somme, ne sont pas l'expression normale de la vie de famille, mais l'expression pathologique d'un modèle éducatif qui n'est pas ajusté. Ok, ça veut dire quelque part dans ce que tu dis, France, il faudrait revoir les formulations. Les formulations. Vraiment, puisque ce sont quelque part des modèles éducatifs. Qu'on a observés. Oui. Mais on a oublié vraiment. de vous dire qu'ils sont pathologiques. C'est ça, quelque part. D'accord. Tandis que moi, quand certaines fois j'en parle, je reste dans ces idées-là que tu as là. C'est ça. Ok, Mais je ne sais pas plus. Ouais, voilà, je comprends. Quand je t'écoute parler, en fait, tu parles de la version bonne. OK? Et toi, quand tu en parles, je me dis, mais il actionne la version bonne. Mais à aucun moment, on se rend compte qu'en fait, ces expressions-là ne sont pas ajustées à ce dont nous parlons. Ok, D'accord. j'ai compris. On comprend l'idée. Alors, qu'est-ce qui peut, selon vous, expliquer, en tout cas dans la situation qu'on a lue au départ, la désobéissance de cet enfant malgré le style éducatif autoritaire de ses parents? Généralement, un parent autoritaire, on peut le caractériser. Hein, c'est le parent, il y a des règles rigides, parfois il fait usage de la ceinture. Qu'est-ce qui peut expliquer que malgré ce cadre, l'enfant désobéit? Moi, j'aime bien dire que souvent je dis ça Baptiste. aux parents. Non, on parle de Malik. Malik 11 ans. Malik, 11 ans. Malik. J'aime bien dire que le métier de l'enfant, c'est d'être désobéissant. C'est son métier. Que c'est bien dit. Oui, c'est ça. Il vit pour C'est ça. la nature. C'est sa nature, il vit pour ça. Donc, peu importe le système éducatif qui soit équilibré ou pathologique, hein, par rapport à ce que France expliquait, ça n'empêche pas la nature de l'enfant. Ça n'empêche pas qu'il a besoin d'être désobéissant pour avancer. On dit souvent dans le cerveau de l'enfant, s'il ne se heurte pas à des limites, il ne va pas se construire. Que les limites soient rigides ou pas. Hein? Donc, que les limites soient rigides ou pas, il est désobéissant, c'est un fait. C'est son métier. Donc, quelque part, dans ce que je suis en train de te dire, pour te répondre de mon point de vue, il n'y a rien à expliquer. C'est son état, c'est son métier. Oui. D'accord. Quand on regarde bien, la Bible dit la folie est attachée au cœur de l'enfant. Quand il vient, puisque c'est génétique, on l'a reçu d'Adam, donc ça se manifeste. Effectivement, l'amandier, quand ça pousse, ça va donner 2 feuilles d'amandier. Ça part avec 2 feuilles, devant porter des milliers de feuilles, mais 2 feuilles identifiables. Je suis amandier. Donc l'enfant va manifester cela. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la nature humaine va toujours dans le sens le plus favorable au penchant naturel. Et le penchant naturel, c'est comme je veux, comme j'entends. Dans mon expérience en tant qu'enfant, ayant été éduqué, ayant grandi, ayant appris, ma maman s'est attachée
à m'enseigner une valeur qui a pris 10 ans pour être intégrée, de 5 ans à 15 ans. Oui. Par contre, elle a dû être ferme, faire preuve d'autorité et ne pas négliger la ceinture, parce que moi, c'était mon penchant qui privilégiait. Et cette valeur qui me sert aujourd'hui, le travail avant l'amusement. Voilà. Pour moi, enfant, c'est le jeu d'abord. Oui. S'il reste du temps, on verra pour le travail. Mais comme le jeu commence au lever du jour et finit au coucher du soleil, il n'y a pas de temps pour le travail. Ouais, c'est ça. Et maman ne voulait pas que je grandisse avec cette permissivité, sans travail dans la journée. Il fallait le travail aussi. Parce qu'elle n'a jamais dit pas de jeu. Voilà. C'est ça, super. Et sa règle, c'était, tu fais le travail d'abord, et après tout le reste du temps, tu peux aller jouer. Mais dès 5 ans, elle a dit, tu as des tâches. Oui. Il faut faire tes tâches avant. C'est ça. Bon, ok, c'est ça. Alors, en fait, ta maman, elle a commencé à 5 ans, ce qui veut dire qu'elle a pris en compte que petit, il fallait que tu joues d'abord. C'est l'ordre des choses, en fait. Voilà. Elle a accepté que d'abord il joue et après, elle va inverser. Voilà. Et plus il grandit, j'imagine, plus tu avais des tâches. C'est ça. Donc, le temps de jeu était un petit peu amoindri au fur et à mesure. Jusqu'à 15 ans où tu as compris qu'il faut se mettre au travail vraiment. Bon. Donc, et donc cette période-là, du coup, nous montre en fait que vraiment, en tant qu'enfant, on aura besoin, je veux dire, on aura besoin de désobéir, je le dis entre guillemets, on aura surtout besoin d'être rappelé à l'obéissance. Voilà. Parce qu'il y aura la désobéissance. Ok, on est d'accord. Je prends en compte la question qui nous est posée là. Et j'essaye de répondre, comment expliquer la désobéissance de Malik? Ok. Dans le cas de Malik, nous savons plusieurs choses, très utiles pour nous guider à comprendre. On va dire que Malik est naturellement exactement le gamin qu'il doit être. Oui. Premièrement, il est le second de la fratrie. Sa maman et son papa ont fait l'expérience de la sévérité sur Mathis. Mais ils ont certainement constaté qu'on peut quand même être un peu plus souple. Sauf que Mathis, il a grandi comme ça. Donc Mathis a gardé le format de l'obéissance et de la soumission. Je vous fais remarquer au passage qu'il n'est pas bon que Mathis continue d'être celui-là. C'est ça. Mathis doit entrer dans une période de désobéissance. C'est nécessaire pour qu'elle devienne un homme. Et je regrette pour lui qu'il n'ait pas commencé. J'aurai l'occasion d'expliquer pourquoi. Deuxième chose, Malik, il est d'une intelligence plus affûtée. On l'a dit, il saute en classe, il pille fort. C'est un garçon, non seulement il a bénéficié en seconde étape de la plus grande souplesse de la part de sa mère et de son père, mais en plus son intelligence fait qu'il est vif. Il apprend vite, il comprend. Et une chose, c'est qu'il est attaché à se développer. Et la nature le pousse à se développer. Et des fois, il ne comprend pas les règles des adultes, qui ne sont pas adaptées à son rythme de croissance. Donc, il a d'autant plus de motifs de se révolter qu'il se rend compte que les logiques des adultes, ça ne marche pas. Mon intelligence m'a montré autre chose. Papa n'a pas vu, maman n'a pas compris. Beaucoup d'enfants sont confrontés au fait qu'ils ont très vite compris la réalité limitée de leur père et de leur mère. Et même, ils ont compris les inadéquations sur certains modèles de ce qu'on leur donne. Et pour en finir, pour expliquer sa désobéissance, je crois qu'il est tellement mal compris par sa maman et son papa sur la manière dont il se développe que ça crée chez lui de l'irritation. Et il n'y a pas que l'envie de désobéir, mais le fait de dire « vous ne me comprenez pas ». Donc il faut que je me confronte à vous pour que vous puissiez réfléchir. La désobéissance de Malik est un appel à la réflexion pour son père et sa mère. Mais Malik a deux autres problèmes que nous n'allons pas nécessairement traiter, que nous n'avons pas choisi de traiter. C'est qu'il est voleur, chapardeur et menteur. C'est ça. Il n'est pas que désobéissant. Ça veut dire que tout ça a provoqué d'autres troubles du comportement chez lui. Oui.
Ok. Alors, est-ce qu'on peut, du coup, tu établis un lien entre le fait que Malik soit, alors on dit qu'il a sauté une classe, Oui. le fait qu'il soit probablement surdoué, Ah bah oui. et Il est HPI. et sa désobéissance. Sa désobéissance est la contestation de la manière dont ses parents s'occupent de lui, dont les adultes à l'école s'occupent de lui, parce que son cerveau assimile des choses. Et il se rend compte que les règles sociales qu'on lui impose ne vont pas dans le sens de son besoin de croissance. D'accord. Mais justement, on ne peut pas le laisser arriver jusqu'à la déviance, parce qu'on y est presque. Comment on le recadre, Malik? En tout cas, quand tu dis on ne peut pas le laisser arriver à la déviance, on n'a pas décidé de le laisser arriver. Il y est arrivé. Et sa déviance est la résultante de quelque chose dont les parents portent une part de responsabilité, y compris à l'école. Donc la question, ce n'est pas comment supprimer la déviance, mais que comprendre de la déviance et quel genre d'ajustement dans la régulation de l'adulte on peut lui proposer. Oui, parce que j'allais dire justement, parce que dans ce cadre-là, ce sont les parents quelque part qui ne vont pas remettre en question leur transmission et leur éducation. Et ce qu'il fait, Malik, on parle d'enfants qui révèlent un dysfonctionnement. Il est en train de révéler que, bon, tout ce qui a été OK, tout ce qui a été lisse, jusqu'à sa venue, et c'est même pas jusqu'à sa venue, jusqu'à ce qu'il commence à raisonner et à questionner cette éducation. Et là, on se trouve dans cet exemple-là en face de parents qui disent « c'est moi qui ai raison dans tout ce que je fais et que ce que tu as à faire, tu n'as qu'à être docile dans comme ton frère. Voilà, tu dois être docile comme ton frère. Et c'est encore l'idée de comparer deux enfants comme si on doit les éduquer de la même façon. C'est encore un autre champ de discussion. Mais là, c'est surtout, est-ce que les parents, et c'est là où on disait au début, est-ce que les parents se connaissent, est-ce qu'ils se connaissent en tant que personne et en tant que parents pour arriver à être OK avec ce qui est ébranlé maintenant, de façon à l'adapter. Parce qu'il ne suffit pas de dire tu dois rester obéissant, tu dois arrêter de voler, tu dois arrêter de mentir. C'est surtout moi en tant que parent, pas pour se dire je suis un mauvais parent, hein. C'est pour être un meilleur parent encore, quelque part. D'accord. Plus efficient pour t'accompagner. Donc, si vous voulez prendre la situation de Malik comme une situation qui nous aiderait en tant que parents à nous parfaire. Parfait. Ouais. C'est ça, c'est le révélateur. L'enfant symptôme dit ton système génère des troubles. C'est ça. Qu'est-ce qui dans ton système génère des troubles? Il faut que tu le découvres. Sinon, tu ne pourras pas piloter ton gamin. Ce gamin-là ne se pilote pas comme le premier. C'est ça. On ne parle pas du même gamin. Oui. Et heureusement. Donc, les modèles que nous avons évoqués au début, d'accord, doivent être ajustés selon le sujet. Et ça rebondit sur ta question. Qui ai-je là en face de moi? C'est ça. Et ils ne se sont pas posé cette question. Et ça génère les 3 troubles comportementaux que nous avons dans le cas. D'accord. Oui, parce qu'ils refont du même, ils refont du même, ils refont du même. Et finalement, plus tu refais du même, plus tu vas générer chez cet enfant qui te dit, mais questionne-toi un peu, des troubles. Après, est-ce qu'on a aussi en tant que parent le raisonnement de se dire, c'est pas parce que c'est un enfant qu'il ne m'apprend rien. Ma mère, elle aime dire, j'ai grandi avec vous. Et c'est vrai, moi aussi, j'ai grandi avec mes enfants. Je ne vais pas dire je me bonifie, mais je mûris, tu te bonifies. Je me bonifie, tu crois? Oui. Je deviens un meilleur parent, en aptitude. Une meilleure personne. Oui, en aptitude de dire, bon, j'ai fait une erreur là, est-ce que je peux la reprendre? Parce que tu as parlé d'expérimentation, j'aime beaucoup ça. Est-ce que là, au lieu d'être dans la démocratie, là, il fallait dire, non, c'est moi qui ai la parole. Mais tout ça, c'est aussi la relation à soi en tant que personne. Mais sachant que les enfants vont systématiquement questionner notre éducation, notre transmission. Ils vont la bousculer. Et quelque part, si ça vient,
ne vous croyez pas en échec. Non. Au contraire. C'est l'ordre normal des choses. Oui. Est-ce que ça sous-entend qu'à chaque fois qu'on aurait un enfant qui désobéit, est-ce que ça nécessite que l'on se pose la question sur qu'est-ce qui, chez moi en tant que parent et dans mon système, a pu provoquer cette désobéissance? La première des choses, c'est d'intégrer ce que le pasteur Dufay et Sandrine ont déjà dit. C'est normal qu'il désobéisse. Que la folie est attachée à son cœur, donc il n'a pas encore intégré les règles sociales, et puis il agit selon son instinct. C'est ça. Aucun enfant n'arrive au monde obéissant. Non. Où est-ce qu'on a déjà vu ça? Pour qu'il soit obéissant quand il est arrivé au monde, il soit complètement terre. Lui, il ne réfléchit pas, il n'est pas inventif, il n'est pas créatif, il n'est pas souple, à la limite, il a besoin d'être sous commandement tout le temps. Mais ça, c'est une pathologie, ça. Un enfant normal n'est pas obéissant au départ. La question, c'est que comment on va amener à l'obéissance en fonction des besoins de croissance. Et on ne traite pas la question de l'obéissance pareil à chaque âge. C'est ça. Donc, il faut que le parent se demande, à cet âge-là, mon enfant désobéit. Quel est l'enjeu de cette désobéissance? Oui. Cette désobéissance me le doit sur quelque chose. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore pour qu'il avance dans un chemin d'expérimentation où il n'est pas complètement braqué dans l'opposition ou dans la confrontation violente? D'accord. Donc la désobéissance des enfants n'est pas forcément mauvais signe. Non, c'est bon. On peut l'utiliser pour s'améliorer. Nos enfants ne sont pas désobéissants à aucun moment de leur vie. On est en danger. Oui. Moi, j'aime bien donner l'exemple de l'interrupteur. Les enfants, ils aiment aller baisser l'interrupteur, monter l'interrupteur. Et finalement, ils attendent que le parent dise « arrête ». Ils vont le faire jusqu'à un certain âge. Et puis, au bout d'un moment, ils vont dire à petit frère ou petite sœur, tu sais, il ne faut pas que tu joues avec l'interrupteur. Parce qu'on paie le courant, ou parce que si, ou parce que ça. Mais après, cet interrupteur-là, il va être autre chose, continuellement. Est-ce que là, le parent va se dire, je confirme avec mon enfant, et au fur et à mesure de son développement, ce que je lui ai inculqué. Puisque on va mettre face à ça les étapes de développement de l'enfant. OK? Donc, il y a la petite adolescence qui est à partir de 2-3 ans, il y a une toute petite adolescence, on dit ça, où l'enfant, il va faire que dire non. Ouais, c'est la phase de l'affirmation de soi initiale. On va dire c'est une période d'affirmation de soi importante. Il fait que dire non. Non. L'étape du non. Voilà. Et est-ce que le parent va dire c'est non, mais c'est comme ça. Cette petite adolescence va se reproduire, si je garde ce terme-là, plusieurs fois dans le développement de l'enfant. Et il va chercher, c'est-à-dire l'enfant, va chercher à confirmer si ce que papa et maman disaient était vrai. Mais si, lorsque je viens questionner en tant qu'enfant, si c'est vrai, et que le parent n'est pas au rendez-vous, c'est là où on va tomber dans ces formulations pathologiques que Franz expliquait. C'est là où je vais devenir non une personne qui favorise la croissance et qui fait preuve d'autorité, mais que je vais devenir autoritaire. Parce que je vais oublier de confirmer, arrête de jouer avec l'interrupteur, on paie le courant. Et ça peut être sur plusieurs choses comme ça. Hein. J'ai donné cette image, mais c'est sur plusieurs aspects, parce que l'enfant est un adulte en devenir. D'accord. Mais malgré tout, la famille, à savoir Alex et Rose, sont en détresse quand même. Oui, en fait, ils sont en difficulté. Donc, voilà. En donc, fait, leur dire simplement... Ils sont en déroute, là. En tant que parents, hein, ils sont en déroute. Voilà. Mais comment les aider? Qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Ouais. Alors là, on va leur expliquer tout ce qu'on a déjà dit depuis tout à l'heure. Déjà. On va commencer par leur dire, en fait, le comportement de Malik est un comportement intelligent qui s'adresse à vous et qui vous demande de décoder. Ah bon? Il vous adresse des messages à décoder et qui sont très intelligents. On va vous aider à les décoder. Est-ce que ça vous intéresse? Et là, on va les aider à découvrir qu'en fait, le comportement de l'enfant s'inscrit dans un système relationnel.
Les comportements des parents sont des tentatives de solutions redondantes, donc inefficientes. Hein, redondant pour nous, dans notre métier, ça veut dire inefficient. Donc on va leur dire, en fait, dites-moi, vous savez faire à manger? Vous faites à manger, madame, monsieur. Quand vous faites un plat d'une certaine manière, mais que ça n'a pas marché, est-ce que vous recommencez exactement la même chose en espérant d'autres résultats? C'est ça, différencier la redondance et la répétition, la Ouais. transmission. OK, donc si vous avez essayé un truc, hein, nous quoi faire jardin, nous quoi planter, nous pas planter pareil, selon. Donc, on va prendre en considération à quelle époque on va planter, sur quel terrain on va planter. Donc, monsieur, madame, le comportement de Malik n'est pas comparable à celui de Matik ou Matisse. On ne peut pas les élever pareil. Ils ont besoin d'un ajustement. Donc, le comportement de Malik révèle quelque chose. Il n'est pas pareil. Il est comment lui? Ah, il est intelligent, il comprend vite, il va vite, il a besoin d'assimiler. Et puis, vous êtes dans un truc pour le freiner, pour le baliser, pour le contenir. Comme une machine. Il n'est pas comme ça. Il a besoin d'avoir avec vous une relation différente. Donc, en fait, ce gamin-là sollicite chez vous des compétences nouvelles. Est-ce que vous voulez l'accompagner comme il est à devenir la meilleure version du potentiel qui est en lui? Ça va vous obliger à développer de nouvelles compétences. C'est ça. Vous n'y échapperez pas. Et si vous ne le faites pas, je vous promets que vous allez revenir à mon cabinet. Et si ce n'est pas mon cabinet, ça sera sur le juge. OK. À vous de voir. Parfois, on peut ne pas être équipé pour décoder les comportements. Mais les parents ne sont pas équipés, malheureusement, la plupart du temps. C'est ça. On fait métier de ça. On fait métier, et puis il y a des dispositifs encore, heureusement. Je trouve quand même que la société française est une société qui, bien que paradoxale, est une société qui accompagne les familles dans le développement, surtout dans l'intérêt de l'enfant. Beaucoup, beaucoup. Puisque on sait que les enfants de maintenant sont les adultes de demain. Donc, et la société française met vraiment en place des choses qui peuvent permettre aux parents d'être sensibilisés et accompagnés. Après, c'est comment elles sont mises en place qui est à réfléchir. Mais ces choses-là sont mises en place. Oui. Il y a plein de choses intéressantes, mais en fait, l'esprit de l'approche, je crois que c'est ce que nous avons réussi à définir en entame. Là. Concernant précisément comment aider les parents, il faut les aider à détecter dans les 3 types de comportements déviants qu'il y a des choses différentes qui s'expriment. On ne parle pas de la même chose. Un enfant chapardeur, un enfant voleur, c'est un enfant qui ne supporte pas une forme de frustration. Ça veut dire qu'il ne supporte pas de ne pas avoir. Donc, il faut aller vérifier. Donc, en plus du comportement désobéissant qui manifeste une rigidité dans le modèle, il faut aller s'interroger sur le côté chapardeur. Qu'est-ce qui te manque? Oui, parce que normalement, quand tu manques de rien, tu n'as pas besoin d'aller voler rien du tout. Tu voles ce qui te manque. Et d'ailleurs, voler au départ pour un enfant, ça ne s'appelle pas voler. Ça s'appelle se satisfaire. Un enfant qui va dans le réfrigérateur parce qu'il a remarqué que c'est là qu'on va manger, ou dans les placards, il ne vole pas. Et quand on va lui dire de ne pas prendre, que quand il a faim, il va les prendre quand même, il va voler. Mais au départ, pour lui, il ne vole pas. En fait, il est juste en train de se satisfaire. Donc, lui, Malik, il vole, parce qu'il sait très bien que la règle à 11 ans, c'est de ne pas prendre les affaires des gens, mais il en manque. Oui. De quoi tu manques? Qu'est-ce qui te manque qui fait que tu as besoin d'aller prendre quelque chose chez les autres? Bon, on va voir si on peut te donner ou de quelle façon tu peux avoir tout ce qu'il te faut sans avoir besoin d'échapper. Alors, le manque dont on parle n'est pas forcément en lien avec l'objet volé. Parfois, est-ce que parfois le manque, il peut être un manque plus profond? C'est ça. D'accord. Oui. Okay. Ça peut symbolique. Être de venir voir, d'appeler les parents tout le temps et que les parents débarquent à l'école. Ça peut être aussi des offrandes. C'est-à-dire que je ramène aux parents une offrande, je le vole pour que le parent me regarde et me dise merci. On peut voler pour donner aux amis. Okay. Oui, aussi. Pour se faire aimer. Il y a tellement de manque. Donc, on a besoin de sentiment d'appartenance. Donc, c'est un manque. C'est ça. Quand je vais voler des trucs pour donner à quelqu'un, pour dire, moi aussi, je sais voler. Je sais faire partie de la bande. On est une bande de voleurs. Mais en fait, ce n'est pas pour être voleur qu'on a bande. On est là pour s'aimer entre nous parce qu'on ne nous aime pas bien ailleurs. On nous aime bien entre nous-mêmes. Donc le manque, il peut être questionné de façon très fine, comme tu dis. C'est ça. Et c'est là qu'il est identifié par les parents
juste comme étant de la désobéissance. Mais ce n'est pas juste ça. C'est là où se questionner sur ce qui heurte là, à ce moment-là. Il y a un sens à ça. Il y a une valeur à ça. Il y a une signification à ça. Ça a une dimension opérationnelle. Et ça demande un changement dans la manière d'être perçu, la manière d'être traité. Pareil quand il va mentir. Moi, je dis c'est normal de mentir quand on n'a pas envie de prendre une fessée. Comment? Si. Non, c'est pas moi. Mais c'est normal. Mais c'est intelligent de savoir bien mentir. C'est une preuve d'intelligence. Donc, il ne faut pas tuer l'intelligence de son gamin au motif qu'il ne doit pas mentir. Par contre, on peut lui faire découvrir que quand il dit la vérité, ça rapporte plus. Et qu'on ne va pas sortir la ceinture systématiquement quand il a fait une bêtise. Parce que c'est pour ne pas être confronté aux bêtises qu'il ment. Mais et justement, par rapport à cette question de la ceinture, souvent lorsque les enfants désobéissent, en tout cas certains parents utilisent la ceinture pour se faire respecter, la fessée, etc. Et dans le cas de Malik, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire la ceinture est à proscrire parce qu'on n'a pas compris, tant qu'on n'a pas décodé ce que l'enfant veut nous dire, en tout cas, il vaut mieux ne pas aggraver la situation en utilisant la violence. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, pour ne pas tomber dans le panneau du piège de est-ce qu'il est bon de donner des coups de ceinture ou pas, je vais procéder différemment. S'il a fait une bêtise, il faut traiter la bêtise. La douleur qu'on lui inflige à sa peau ne le rend pas plus intelligent pour ne plus faire la bêtise. Ça crée juste en lui la peur de la douleur. Et s'il a appris à maîtriser la douleur, il va continuer à faire la bêtise, sachant que le coup de ceinture passera. C'est ce qu'ils disent, hein. De toutes les manières, ça va passer. Donc, on va traiter, non pas en faisant violence, mais en vérifiant sur cette bêtise-là, qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est là où nous avons besoin, en tant qu'adultes, de tout poil, éducateurs, parents, professeurs, d'aller questionner avec les enfants qu'est-ce qui s'est passé. Et dans le qu'est-ce qui s'est passé, je vais découvrir le mécanisme qui a produit la bêtise. Et c'est ce qui s'est passé là que je vais traiter. Ce n'est pas la bêtise. Oui. Ton besoin de faire la bêtise répond à un mécanisme dans lequel tu as été engagé dans ta vie à un moment donné, dans une circonstance, et tu as trouvé cette solution. La fonctionnalité du parent, c'est d'accompagner l'enfant à comprendre le mécanisme et à trouver des alternatives de solutions au problème qui lui est posé. Ce qu'il veut dire là, c'est que ça prend du temps. On peut croire qu'une fessée, ça ira plus vite. On sait, je rejoins France en disant, on n'est pas dans le débat s'il faut donner ou non la fessée, sachant que la loi est cadrée par rapport à ce type de choses. Maintenant, est-ce que le parent va prendre le temps? On dit que les raccourcis prennent plus de temps. Donner la fessée, c'est un raccourci. Oui. Est-ce que ça traite de la chose? Est-ce que le parent est OK avec le fait que éduquer un enfant, c'est quand même éduquer un être vivant afin qu'il soit adulte? Est-ce que le parent est OK avec le fait que éduquer un enfant, ça prend du temps? On n'éduque pas un enfant en 2 heures. Il faut toute une vie. Moi-même encore, je suis encore adulte. Heureusement, merci Seigneur, que j'ai ma mère, pas pour, quelque part, m'éduquer, mais pour encore m'aider au raisonnement puisque je suis une adulte. Confronté. Oui, voilà. Parce que ma mère encore me transmet quand j'avais ton âge. C'est ça aussi, c'est qu'on n'en finit pas. Ça prend du temps. Donc, ce n'est pas un enfant de 11 ans qui a une acquisition complète de l'éducation. Et certaines fois, les parents pensent que, ben oui, il faut que je sois sévère. Et cette sévérité-là, dans un espace-temps donné, ben, va accomplir un enfant. C'est se tromper, carrément. Tu as fait quelque chose au début de l'émission où tu nous parlais du chemin à choisir. Oui. Bon Dieu, il nous met 2 trucs là. Ça peut nous aider à bâtir un chemin de solution pour les parents là. Tout à fait. Dans la manière de réfléchir au mécanisme de la bêtise. Voilà. Dieu lui-même, en tant que père, éducateur, puisqu'il est dans une dimension de rédemption,
et rédemption et éducation sont une et même chose. Donc, je veux te racheter, je veux t'avoir de mon côté. Je t'apporte. Et c'est pourquoi il dit, j'ai mis devant toi le bien. Donc, il explique le contenu du bien et son aboutissement. Il met le chemin du mal, il voit, déjà, on a expérimenté le mal. Donc, on connaît son contenu et son aboutissement. Alors, il nous dit, maintenant, tu as goûté à ce goûter, tu vois ce que ça a donné, ceux qui t'ont précédé ne sont plus. Est-ce que tu tiens à continuer comme ça? Mais moi, en tant que papa, j'aurais souhaité que tu restes, que tu jouisses de l'existence. Donc, choisis la vie, exerce ton jugement. OK. Donc, dans ce processus d'apprentissage, il s'agit donc de développer une compétence. Oui. Et la compétence dont tu nous parles, c'est est-ce que tu sais identifier les effets et différencier entre le bon et le pas bon? Voilà. Est-ce que tu peux attester que, comme tu fais là, c'est vraiment bon pour ta vie? Ou est-ce que tu n'aurais pas la possibilité de vérifier qu'il y a autre chose qui est encore mieux pour ta vie? Donc, c'est la compétence du discernement. Donc, plutôt que d'infliger la sanction de la ceinture, ou la réprimande, ou l'emprisonnement, ce serait d'infliger l'exercice de la réflexion et de l'observation. C'est pour ça que je dis, Dieu nous donne le modèle. Allons réfléchir à ce qui s'est passé. Oui. Et face à ça, il faut y mettre aussi l'aptitude à l'acquisition. C'est-à-dire, c'est ça, parce qu'on parlait de développement de l'enfant. À quel moment l'enfant peut acquérir les informations nécessaires pour pouvoir discerner et décider. C'est ça. Et avec ça, encore, on y rajoute, et c'est ce que Pasteur Dufay disait tout à l'heure, ben, la répétition. Oui. 5 ans, 15 ans. C'est pas pareil. Et puis après, c'est vraiment pas de la redondance, c'est de la répétition. Et de l'ajustement. Voilà. Et de l'ajustement. D'une façon différente. D'accord. Ce qui veut dire aussi, je recommence avec ce consentement. Est-ce que le parent est OK pour être endurant? Oui, c'est ça. C'est surtout ça. Pour être endurant, là. La ceinture, c'est pressé. Tout de suite. On n'a pas le temps. D'accord. Ça raconte. Donc, on n'a pas le temps de la pédagogie pour apprendre. Parce que éduquer, c'est rendre compétent. Oui. Éduquer, c'est... Attends, excuse-moi, mais rendre compétent, c'est permettre à quelqu'un de rentrer en maîtrise. Parce que l'autorité que j'ai, moi, en tant qu'éducateur, il va falloir que lui, il développe ça. Donc, mon travail, c'est de le qualifier, le rendre compétent. Donc, de quelle façon? Méthodique, en fonction de son âge, donc de sa maturité, en fonction de sa capacité, en fonction aussi des dangers liés à son âge. Hein, puisque Oui, ici, on ne traite bien pas un sûr. petit de 2 ans et un grand de 15 ans pareil. Hein. Bien sûr. Bah, excusez-moi, mais Malik, il a quand même 11 ans. Il a déjà sauté une classe. Il est en train de dire, j'explose, j'ai besoin qu'on nourrisse mon cerveau. Allons faire réfléchir Malik. Malik, qu'est-ce qui s'est passé que tu arrives à prendre dans le cartable ou les affaires de ton camarade? Voilà. Comment ça s'est passé? Donc, je ne suis pas en train de lui reprocher. Je suis en train de lui dire, ça m'intéresse de comprendre. D'accord. Après, même dire au grand chef, je suis embêté. Aide-moi à te comprendre. Donc, de façon concrète, l'idée, c'est, après chaque désobéissance, l'idée est d'engager une réflexion avec l'enfant sur pourquoi il a fait ce choix. C'est pas que le pourquoi, parce qu'il ne pourra pas te dire, il parle de le comment. Comment c'est arrivé, c'est mieux que le pourquoi. Alors, le pourquoi est un peu limitatif. Tu dis comment. C'est comment, ça veut dire, les événements se sont enchaînés comment. C'est des événements, c'est des micro-trucs, et puis ça produit un résultat. Oui, oui. D'accord. La motivation, il ne saura pas te dire, parce que la motivation, c'est ce qu'on appelle je manque. Il ne pourra pas te dire je manque. Il ne va pas te dire tu m'aimes pas. Par contre, dans ce qu'il va te dire, tu vas comprendre. Il ne se sent pas aimé. Oui. Il faut pouvoir l'entendre aussi. Ouais, c'est ça. Mais c'est ce que j'allais te dire, parce que tu as demandé tout à l'heure si le parent, il n'est pas équipé. Voilà, il peut ne pas être équipé pour décoder. Et oui, voilà. Donc il y a ça aussi. Est-ce que le parent, si on l'alerte par rapport à ça, c'est-à-dire que là, l'école l'appelle plusieurs fois pour dire que voilà, il fait ça. Donc ça veut dire qu'il est alerté. Mais avec ça, qu'est-ce qu'il en fait aussi? Est-ce qu'il arrive à quelque part, lui aussi, être dans cette
construction. Parce que ça le construit aussi d'avoir un enfant comme ça. C'est-à-dire que le parent, c'est pas parce qu'il a mis au monde un enfant qu'il a tout acquis, qu'il a fini. C'est ça. Il est Et tout à l'heure, Franz disait que cette démarche, elle permet à l'enfant de faire ressortir la meilleure version de lui, mais c'est aussi un moyen aussi de faire ressortir la meilleure version du parent. Donc, dans ce processus-là, il y a de la montée en compétence pour tout le monde. Voilà. Totalement. C'est pour ça qu'on ne peut pas partir de l'idée de l'autoritaire comme étant mort, parce que l'autoritaire, il a raison. Il est déjà abouti. Avoir toujours raison est un grand taureau. OK. Ouais. Parfait. J'aime bien, je vais la retenir. Oui. Donc, en fait, l'autoritaire n'est pas un modèle éducatif adéquat. Il est juste en train de dire, je suis parfait, j'ai rien d'autre à apprendre, donc mon enfant ne peut pas m'aider à me qualifier. C'est pour ça qu'il faut intégrer la disponibilité. D'accord. J'apprends. J'ai déjà dit merci à mes enfants d'avoir pu être leur papa. J'ai appris beaucoup avec vous. Ah oui, ah oui. Oh. Ah oui. J'ai fait des bêtises. Les parents disaient ça aussi. J'ai mal fait des fois. J'ai appris de mes erreurs. Oui, et c'est ça, et c'est ça. Et c'est là où, quand on est parent, on ne doit pas être orgueilleux. Sinon, on ne va pas progresser. Et l'autoritaire, il est orgueilleux. Voilà. Oui. Donc l'idée est vraiment de se dire que cette situation n'arrive pas pour rien. Elle est aussi une situation dans laquelle je suis amenée en tant que parent à grandir et à me rapprocher quelque part du modèle du Christ quand même. Parce que c'est ça en fait le but. Le but non, mais c'est ça, les épreuves qu'on traverse dans le foyer, etc. D'accord. Par rapport à ça, Corinne, je souligne aussi l'idée de l'équipe parentale. D'accord? Parce que là, on est en train de sous-entendre que les deux parents sont OK avec ça. Et dans ton titre, tu dis, malgré ma sévérité, mon enfant. OK? Donc là, c'est comme si tu parles d'une équipe parentale qui est d'accord avec cette autorité. Là, on n'entend pas l'autre parent. Et à côté de nous, en tant que parents, il y a un partenaire qui peut nous accompagner, il est privilégié quelque part, qui peut nous accompagner à nuancer notre éducation, à sortir de cette formulation autorité pour devenir une personne d'autorité. Je dis Oui, bien, autoritaire. On sort de l'autoritaire pour entrer dans l'autorité. On sort dans l'autorité. Parce que dans l'autorité, il y a l'humilité. Voilà. Et peut-être que l'autre parent est celui qui est là aussi pour nous aider à ce cheminement. Pourquoi? Parce que certaines fois, oui, on a des schémas, hein. Instinctivement, on fait des choses. Et puis l'autre parent qui n'a pas été éduqué comme ça peut dire, écoute, tu sais, tu as fait comme ça, mais on va faire comme ça. On va faire comme ça. Il ne faut pas oublier que quelque part, pour Mathis et Malik, qu'avoir une équipe parentale, deux parents, c'est quand même une plus-value. Et ça permet vraiment d'être dans ces questionnements, dans ces raisonnements, où si papa fait comme ça, maman peut dire, on va modérer ça et on va expérimenter différemment. Et vice-versa. Et vice-versa. Alors, ce que je suis en train de souligner, c'est aussi quelle est la cohérence éducative. C'est important. Est-ce qu'il y en a? Parce que peut-être papa donne la fessée que maman n'est pas d'accord, ou que peut-être que maman donne la fessée. Peut-être que ça va, maman identifie comme un voleur, et puis papa va dire, mais non, regarde, il te dit quelque chose. Donc, c'est important de questionner, de décortiquer. Un enfant, il a de la valeur. On peut honorer cette valeur-là en prenant le temps d'éduquer, en décortiquant pour lui permettre de devenir autonome. Dis-moi, Sandrine, que dirais-tu à Rose pour aider son mari? Parce que son mari est en difficulté. Déjà, je me dis, est-ce qu'il y a des temps de discussion entre les deux pour l'éducation? Méthode d'éducation. Voilà. J'appellerais Rose à avoir des moments privilégiés. Oui, mais est-ce que son mari l'écoute? Alors, on ne sait pas. Il faudra aller plus loin. Il faudra aller plus loin.
Parce que il faut aussi voir que c'est 2 garçons. Oui, Donc, et la particularité du père et des fils est encore particulière. bien sûr. Et il y a 3 garçons et une femme dans le système familial. Et le papa pourrait Donc, penser il y a- que lui, il est compétent pour les garçons. Voilà, il y a beaucoup Donc. de questions. Il y a beaucoup de questions là. Et ça prend du temps. Moi, je trouve Ça prend que vraiment tu as du temps. raison de souligner, Sandrine, que Rose a quelque chose à apporter et que probablement son époux n'est pas à l'écoute. Alors, la question serait, est-ce que Rose est d'accord avec la méthode éducative, coercitive et autoritaire du père? On pourrait vérifier avec elle. C'est ça. Bon, mais on ne fait pas ça avec elle devant son mari. C'est ça. Non, C'est dans pas... un premier temps. Ok. Probablement que là, on pourrait, parce que si effectivement les 2 parents nous consultent, bon, c'est pas tout à fait la même chose, je pourrais poser la question sur la validité du modèle du père. Je peux le faire, hein, puisque si les 2 me consultent en même temps, je peux le faire. Bon, on fait ça avec un peu de doigté, mais on le fait quand même. Hein. C'est-à-dire, on n'épargne pas les gens de leur réalité compliquée. Hein. Mais là, je vérifierai, et vous, madame, comment vous envisagez d'aider Malik? Et là, le père serait dans l'écoute. Je ne vais pas attaquer le modèle du père, mais je vais constater avec lui, monsieur, ça ne marche pas. Vous êtes d'accord? Oui, on va le faire comme ça. Et vous, madame, comment vous feriez? C'est ça. Comment vous voyez ça? Sortir du Qu'est-ce que vous auriez mon tenté? enfant à notre enfant. Et là, si la dame me fait des propositions intéressantes, je dis, monsieur, je trouve les propositions de votre femme vraiment intéressantes. Et vous, qu'en pensez-vous? Puisque les vôtres n'ont pas marché. Je suis navré, mais je le fais. Je dois mettre en valeur ce qui marche. Et l'orgueil, je sais que j'y serai confronté. Oui. J'y vais quand même. Avec beaucoup de compassion, on va faire ça. Mais on ne va pas leur épargner d'être confrontés au fait qu'ils ont des modèles différents et qu'il y a un modèle qui ne s'expérimente pas parce qu'il y a un modèle dominant. Il est possible que monsieur soit un homme dominant. Évidemment, on ne va pas rentrer à traiter le fait qu'il soit dominant en tout. Par contre, sur la situation de Malik, on va Voilà, quand même sur mettre en exergue l'éducation. que pour lui, vous êtes en train d'échouer royal et le risque qu'il soit en relation avec la protection judiciaire de la jeunesse. Est-ce que vous voulez arriver là? Ou est-ce que vous voulez qu'on essaye autre chose pour essayer de ne pas y arriver? D'accord. Donc, en gros, ce que tu dis, Franz, c'est avant de traiter la situation de Malik, il est important, en tant qu'équipe parentale, Oui. de réfléchir à la situation et de raisonner sur comment, qu'est-ce qu'on pourrait comprendre de la situation et comment on pourrait mettre en place quelque chose pour l'enfant. Et réhabiliter voilà. la méthode de la femme. C'est ça. Quelle Parce cohérence qu'il éducative. est possible qu'elle a quelque chose de très, très Tout intéressant à à apporter fait. là. Tout à fait. Il faut vérifier cette cohérence. D'accord. OK. Parce que certaines fois, là je dis tout et n'importe quoi, puisque nous sommes dans des hypothèses, Malik aussi peut être en train de révéler qu'il n'y a pas de cohérence éducative. OK. Absolument. D'accord. Absolument. Et les enfants aiment surtout passer dans la faille. Oui, c'est ça. Sachant que de ce côté-là, je peux avoir une chance, eh bien, mais l'autre en difficulté, C'est ça. sachant que j'aurai un appui. D'où le proverbe créole, le bœuf passe où la barrière est basse. Et peut-être que c'est que maman qui a cours à l'école. C'est tout le temps maman qui fait « Ah là là, Malik, écoute, etc. etc. » Et puis, ça peut aller jusqu'à « On le dit pas à papa. Il y a tellement de choses. Donc, cette idée de vérifier la cohérence éducative, c'est aussi un point de départ. C'est ça. Alors, il y a un intérêt, c'est que Matisse, il est en difficulté. Oui. Le plus grand, Mais, Il est oui, silencieux. mais on ne hein. le sait pas. Il est silencieux. Parce que quand il sera un adulte, il aura un déficit d'affirmation de soi. Il pourrait être une carpette. Il pourrait avoir une difficulté à s'affirmer dans le monde des adultes. Donc le bénéfice de ce qui se passe là, c'est aussi pour Malik. D'accord. Donc, c'est plus mauvais signe d'avoir un enfant qui obéit systématiquement Docile. sans poser de questions, docile, que d'avoir un enfant désobéissant. Oui, L'enfant c'est ça. désobéissant nous fait grandir au final. Regardez, si on sait bien mais oui, gérer les choses. vous regardez bien La les deux gestion, fils du père. Il y en a un qui était très docile.
Il est resté à la maison, mais il a développé l'enfant roi. Il était égocentrique. Il était très soumis. Son frère s'est révolté. Il a dilapidé l'argent. Mal arrivé. Lequel a grandi? Celui qui s'est défait du système initial. Et il a été réhabilité bien mieux que ce que son frère a imaginé. Et je crois que la succession de la propriété de tous les biens du père serait mieux gérée avec lui. Parce qu'il connaît ce quoi gaspiller. Ok, d'accord. Ça ne veut pas dire. On encourage. Attention, attention. Non, mais il y a une belle leçon là-dedans. Oui, il y a la c'est sûr. leçon sur le fait de se mettre en rupture d'un modèle. Oui. Le Dieu que nous servons demande qu'à un moment donné, nous puissions questionner notre positionnement dans un modèle. Et que la nécessité de rompre avec un modèle fait partie de ce qui peut nous faire croître. La question, c'est comment. Exactement. Parce que. Je rassure Sandrine là. Oui, merci beaucoup. Parce que sinon, là, c'est. Bon, on pourrait mal me comprendre, mais, Voilà, mais l'esprit, il est là. exactement, ça, exactement. On a compris. Alors, vers quel professionnel peut-on encourager cette famille à se tourner? Tout le professionnel, hein, les éducateurs, Oui. les psys, Les éducateurs sont vraiment formés pour l'accompagnement les des conseillers enfants. familiaux. Ouais. Oui, tous. Les pasteurs qui ont fait la relation d'aide sont bien préparés aussi. Voilà. Et puis, il faut faire sa relation Ah d'aide. oui, et je peux vous dire que dans le ministère, je remercie beaucoup le fait d'avoir fait cette formation à la relation d'aide pour comprendre les situations, avoir des outils pour pouvoir maintenant aborder le chantier qui se présente. La réalité du terrain. La réalité du terrain. C'est ça. D'accord. À ça, on rajoute aussi ces personnes ressources. Vraiment, ce n'est pas des professionnels en soi, mais c'est des sages. Oui, les sages. Ouais, Les ça, sages. il ne faut vraiment pas les négliger. Oui. On parlait des grands-parents, on peut avoir des oncles et des tantes qui disent aux parents, mais non, c'est pas ça, c'est ça. C'est ça. Tu vois, et ces personnes-là, ça, il ne faut vraiment pas les négliger parce que le discernement est là. Ils ont l'autorité. C'est ça. Donc, c'est surtout, est-ce que les parents sont OK pour repartir au combat? D'accord. Et comment la parole de Dieu peut-elle nous aider à faire face à une telle situation, pasteur? Alors, il faut savoir que la Bible nous présente la nature déchue de l'homme. D'accord? Et Dieu lui-même, il a posé cette question dans Jérémie 13, 23. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? Comment pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Pourtant, Dieu s'adresse à des adultes. Donc des personnes qui sont censées avoir du jugement pour choisir. Mais tout grand, il préfère aller dans le sens du penchant. Et ce qui est terrible et paradoxal, l'adulte qui penche voudrait que l'enfant, lui, soit droit. Voilà. Alors, c'est pourquoi la Bible nous dit que Jésus, en tant que fils, il est né. Enfin, Jésus a choisi d'être fils pour donner un modèle de croissance et en même temps d'éducation. Et c'est pourquoi Dieu, avec soin, a choisi les parents de Jésus. Et on nous dit, dans Hébreux chapitre 5, versets 7 à 10, Jésus, bien qu'il fût fils de Dieu, mais en devenant humain, a appris l'obéissance. Et c'est important de savoir que l'obéissance n'est pas si naturelle, c'est un apprentissage. Puisque le cerveau de Jésus était vierge quand il est né, après 9 mois de conception. Donc, arrivé là, comme une éponge, son cerveau a dû intégrer les valeurs, les orientations, les directives. Et dans Ésaïe, on nous dit, eh bien, tout en mangeant crème et lait, il allait apprendre à rejeter le mal et choisir le bien. Lui, comme nous, les options étaient devant lui et les parents étaient là pour l'encadrer, pour que toujours il choisisse le bien. Et dans Luc 2, 52, qu'est-ce qu'on nous dit? Et l'enfant croissait en stature, en sagesse,
et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc, cette croissance, donc Jésus l'a connue. Pour dire aux parents, ils sont là comme des tuteurs, comme le pied de tomate qui va pencher naturellement, et on veut des tomates, donc on met des tuteurs pour que ça puisse prendre de la hauteur. Et que ça se développe. Et ça se développe. C'est ça, c'est ça. J'entends la structure dans ce que tu dis, pasteur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas éduquer sans structure. Oui. On est obligé d'être dans une structure. Ah, j'aime bien cette expression que tu utilises, structure. Oui. Oui. Parce que souvent, et on schématise comme ça, il y a les parents et il y a les enfants. Et en haut des parents, il y a les grands-parents. Là, c'est dans le foyer. Mais quand tu vas chez maman et papa, la structure change, qui a plus autorité. C'est-à-dire chez les grands-parents, l'autorité vient des grands-parents. Parce que les grands-parents... Ce lieu-là, c'est à eux. Voilà. Structurellement, ils vont éduquer, donc transmettre des apprentissages. Et chez maman et papa, ce sont les parents qui sont d'autorité sur les enfants. Et dans ce À l'école, c'est les professeurs. À l'école, ce sont les professeurs, voilà. Donc, il y a toujours une structure. Et c'est ce que tu es en train moi, c'est ce que j'entends dans ce que tu dis. On ne peut pas éduquer sans structurer. Donc, tout demande une organisation. Parce que, justement, on a besoin ensuite d'acquérir l'aptitude au discernement, qui n'est pas totalement acquise lorsqu'on est adulte, puisque, justement, on risque certaines fois de tomber. Mais ça ne veut pas dire que les enfants doivent, quelque part, exploser cette structure. Même s'ils sont justement dans cette capacité à désobéir, le parent qui structurellement est en haut doit organiser l'éducation. Oui. Et c'est pourquoi, quand on prend le schéma Israël, Dieu qui met le parent en responsabilité éducative, lorsqu'il lui dit dans Deutéronome 6, verset 4, pour être justement une bonne structure, il leur disait, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Et ensuite, tu les inculqueras à tes enfants. Donc, le parent est le tuteur, lui, il montre le modèle, ce qui veut dire que lorsqu'il va transmettre, l'enfant va avoir une référence à ça marche chez papa. Donc, et l'enfant, comme il a la capacité à observer, capturer et aussi reproduire, parce que c'est un... Mimétisme. Il y a du mimétisme chez l'enfant. Donc, il va comprendre et quand il a compris, maintenant, on l'invite à choisir. Oui. Mais il a la notion. Et j'apprécie beaucoup ce que Paul disait dans 2 Timothée 4, versets 1 et 2. À Timothée, qui est un jeune qui a grandi dans une bonne structure, avec aïeul, avec grand-mère et avec maman, et Timothée a intégré les valeurs, il dit, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Et à ce jeune qui a grandi correctement, qui devient aujourd'hui dirigeant, il lui dit, fais ton travail d'évangéliste. On t'a confié l'Église, qui est une famille aussi, où il y a des adultes et des enfants, tu dois instruire. Et quand il dit, reprends, censure, exhorte, en instruisant avec douceur. Donc, 4 étapes. Donc, pour l'adulte, tu reprends parce qu'il est censé savoir. Oui. Tu alertes. Voilà. C'est ça. Tu reprends, tu censures parce que en étant grand, il peut être de mauvaise foi. Donc, tu vas plus fort avec lui. Il peut dire pas bon. D'accord? Ensuite, tu vas maintenant l'encourager, l'exhortation. Soutenir. Le soutenir dans les bonnes options. Et tu vas lui donner d'autres outils et perspectives. Avec douceur. Avec douceur. Pourtant, l'adulte, C'est ça. Et pour l'enfant, maintenant, le processus s'inverse. Comme il ne connaît pas grand-chose, il arrive vierge, alors on commence d'abord par l'instruction. Mais avec douceur, Toujours, comme Paul dit, toujours. Dans Éphésiens 6. En fait, la douceur est permanente. Permanente. La violence n'est pas un pédagogue. Non. Non, mauvais pédagogue. Non. Puisque Dieu, il est amour, et c'est pourquoi Dieu, il oriente, il conseille. D'accord? Et il veille. Jouer les regards sur toi. Je veux voir comment tu fais la chose.
et il nous donne le modèle. Donc, on instruit, ensuite on voit comment les choses sont appliquées, on corrige, parce que l'enfant, il est un apprenti, Oui. et on corrige un apprenti en lui montrant, bon, la vie se met ainsi, voici tel degré de tension donné pour ne pas foirer. Donc, Et oui, on va serrer trop fort. on va serrer trop. Ou que péter. Tu vas l'éclater. Voilà, et tu en as besoin. Donc, la juste mesure. Et ensuite, maintenant, après, on va corriger. Et si la correction ne marche pas, maintenant, on va censurer. Tu savais faire, tu as appris comment faire, tu n'as pas fait, donc c'est pas On bien. va désapprouver. Désapprouver. C'est ça. Voilà. Ça, désapprouver. C'est ce Et que la tout ça Bible dit. confirme, dans ce que tu es en train de dire, tout ça reste dans la confirmation du projet initial. Voilà. C'est Alors, ça. tout ça, moi, c'est ma façon de conclure sur un très beau sujet comme celui-là. L'éducation a pour finalité de nous apprendre à comprendre les lois de la vie. Voilà. Oui. Voilà. Pour les choisir, les préférer et garantir notre joie d'exister. C'est ça. Voilà, moi, c'était ma conclusion. Hein. Je Ok. prends plus la parole. D'accord. Alors, nous arrivons au terme du coup de cet échange qui a été un échange riche. Hein. Quel conseil concret, en quelques mots, peut-on donner à Alex et Rose? Alors, je dirais à Alex et Rose ceci. D'être, eux, dépendants de Dieu pour appliquer la méthode de Dieu en tant que père. Il est le meilleur modèle de père. Et Dieu, il a de l'autorité, mais ne fait pas de l'autoritarisme. Non. Il est amour. Deuxième élément, Dieu, il est patient. Et c'est de cette manière qu'il s'est révélé dans Exode 34. L'Éternel Dieu, Dieu compatissant, Lent à la colère, riche en bonté. et en fidélité. Mais qui ne s'y prend le coupable pour innocent. Non. Voilà. C'est ça. Donc, notre Père nous a donné le modèle. Donc, copier Dieu, et en copiant Dieu, ils seront plus avenants, mais tout en étant bien déterminés, comme Dieu lui-même, qui ne se relâche pas tant qu'il n'a pas fait triompher la justice. Ça, c'est la méthode de Dieu. On y revient. Donc, méthode structurée. Voilà. C'est des bonnes compétences. Voilà. Actionner les bonnes compétences. C'est ça. OK. D'où la nécessité d'être patient, mais pas laxiste, ni Permissif, permissif, non, négligent. non. On tient à ce que, parce qu'on est responsable, et Dieu va nous demander compte du résultat, tôt ou tard. Et il ne faudrait pas qu'on puisse dire, Seigneur, bon, ça n'a pas marché. Il va nous demander, mais comment ça a fait pour ne pas marcher? On avait tout pour réussir. Oui. Voilà. Alors, je te laisse finir la conclusion. J'avais dit que j'allais plus parler, mais pardonne-moi. Vas-y. Je redis pourquoi le modèle démocratique qui ne peut pas s'appliquer dans la famille. Dans le jardin d'Éden, le bon Dieu n'a pas été démocratique. Non. Il a dit, dans mon jardin, ça ne marche pas comme ça. Sortez. Il n'a pas dit on vote. Ouais. Chez moi, on découvre les lois de la vie, Oui. les enfants. Là, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. On ne pourra pas vivre avec ça. Donc, il y a un moment où on doit décider. Ça fait partie aussi de la méthode de Dieu. D'accord. Mais Ok. moi, ce que je voudrais rajouter, être parent ne veut pas dire qu'on a tout acquis. Non. Et souvent, le statut de parent fait croire qu'on a tout acquis. C'est le début de l'apprentissage. C'est-à-dire quand un enfant, dès la gestation, on a des projets et tout, on est en train d'acquérir une posture. Et au fur et à mesure, elle va se construire. Donc vraiment, être parent, c'est finalement rentrer dans un projet. C'est que le début. Et ce projet-là, il va être analysé, remis en question, ébranlé, etc. Mais c'est toujours sous couvert de confirmer le fait que je veux être parent. Parce que ça englobe une fonction et des comportements. Alors, à ces deux parents, je dirais que tant qu'il y a vie, il y a espoir.
Et comme le dit Ellen White, il n'y a que ceux qui recommencent qui réussissent. Échouez 99 fois, mais réussissez la 100e. C'est ça. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? C'est bon? Non, c'est très bien. C'est très bien. Super. Alors, je remercie nos auditeurs, nos internautes de nous avoir suivis tout au long de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission Éducation. Nous espérons vraiment que les parents qui se reconnaissent dans cette situation ont pu trouver des solutions, des réponses à leurs questions. Nous vous donnons donc rendez-vous le mois prochain et nous remercions encore toutes ces personnes qui nous accompagnent pour mettre en œuvre cette émission. Nous remercions Pierre Échille pour la réalisation son, Jérémy Ravillon pour la réalisation vidéo, Fatih Blocaille pour le streaming, Élie Deher pour le support technique et la logistique. Nous remercions aussi nos intervenants du jour et nous vous disons à très bientôt, au mois prochain pour une nouvelle émission. Voilà, au revoir. Tous les 3e samedis du mois à 14h, retrouvez votre émission Éducation sur les chaînes YouTube de l'Église adventiste de Douville et de la Radio Vie Meilleure. Des analyses et des conseils d'experts, des retours d'expérience, des échanges autour de problématiques éducatives récurrentes. Éducation, ensemble trouvons des solutions.